Bon, euh, on va débuter cette première partie sur les emails de Jeffrey Epstein. Dans tous les cas, je vous avais dit qu'il y aura une différente partie. Je suis en train d'enquêter moi-même sur une partie extrêmement importante de ce dossier-là. Mais voilà, on va faire ce qu'on peut aujourd'hui pour pas vous laisser comme ça. Ça fait plusieurs jours que le dossier est partiellement prêt, puis je rajoute des petites choses. Donc, on va éplucher ce dossier-là en commençant en introduction par notre ami, hein, évidemment, ici, c'est ironique, Jesse Waters, qui a fait le même travail et qui donc nous marque le début et la fin de ce dossier, si on veut. Okay. Vas-y, Thomas. They're launching a smear campaign disguised as a bombshell, the Jeffrey Epstein emails. Congress is dumping thousands of documents, and Democrats are using them to frame Trump. But we've been combing through them and can't find anything nailing Trump. Donc, c'était Émission Lincoln Project qui a repris ce moment et c'est super rassurant. Ouais. C'est Jesse Wallace qui vous dit on a Travail est fait. regardé ces emails-là et il n'y a rien. Le travail est fait. We Le couldn't travail find est fait. anything. Il n'y a absolument rien. Pourtant, on a vraiment regardé. Hein. C'est On a anything. on a pris notre petit peigne et on est allé À travers les 26 000 drops, rien trouvé. C'est plié. Passer à autre chose. Trouvé. Alors, ça, d'un côté, c'est Jesse Waters. Et de l'autre, vous avez le Wall Street Journal qui a fait ce travail aussi, hein, qu'il a quantifié, juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Lorsqu'on vous dit rien sur Fox News, circulez, il n'y a rien à voir. Donc, vous voyez que sur les 2334 email threads, hein, encore une fois, donc au total, il y a 26 emails et donc il y a 2300, pardon 26 000. Oui, il y a 26 000 emails, il y a 2334 conversations. Ben, vous voyez que on parle de Trump dans 1475 conversations. 1670 sur les 2234 threads. Voilà, c'est fou, la quantité. Donc, dans la réalité, Trump, hein, vous voyez ce schéma qui, ironiquement, ressemble à un spermatozoïde. Je ne sais pas qui a eu l'idée du côté du Wall Street Journal, mais ils se sont dit « YOLO !» C'est parti, on y va. C'est comme ça. Donc, du côté de Wall Street Journal, si tu peux revenir sur ce fameux schéma, la tête, là-bas, ce sont tous les emails qui parlent de Donald Trump. Donc, vous vous rendez compte et vous voyez aussi, et c'est un point important, que ça devient un sujet extrêmement important dans ces emails-là, une fois que Donald Trump est président. Et c'est là aussi qu'il faut prendre une certaine distance avec tout ça. C'est que c'est normal d'une certaine manière. Epstein parle avec des journalistes, il parle avec des financiers, il parle avec des avocats, il parle avec des responsables de compagnies, et c'est normal, avec des dirigeants de pays étrangers aussi. Et c'est normal qu'une fois que Donald Trump devienne président des États-Unis, il devienne un des sujets de conversation. Et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant dans la totalité, là on rentre dans la totalité de ces emails-là, c'est que on se rend compte assez rapidement que tout le monde sait que Donald Trump et Jeffrey Epstein ont été proches. C'est que dans la plupart de ces emails, ce sont différentes personnes, hein, les profils que je viens de vous donner, qui contactent Jeffrey Epstein pour lui demander des informations sur Trump, y compris des informations de savoir si, par exemple, Donald Trump utilise de la cocaïne. On a, ça fait partie, on voit que Jeffrey Epstein
ne répond pas. C'est Larry Summers qui a été ministre, je pense, sous Biden, à vérifier. En tout cas, à ce moment-là, il est un des responsables de Harvard qui reçoit de l'argent, Harvard, de la part qui a reçu de l'argent dans le passé de la part de Jeffrey Epstein. Et donc, on voit qu'on demande... Donc, on se dit, ça veut dire quoi au-delà de cette question? On voit que d'ailleurs, Jeffrey Epstein ne répond pas à la question. Il demande une visite guidée pour une amie, ou alors c'est un code entre les deux. On n'en sait rien parce que, évidemment, pour certains de ces emails, on manque de contexte et il faut faire attention aux interprétations. Et c'est beaucoup le défaut de ces derniers jours sur les réseaux sociaux, c'est qu'on donne des interprétations à des emails alors qu'une procédure normale, c'est, une fois que vous avez l'email, c'est de mener une enquête sur le contenu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un email qui est extrêmement important, dont on ne va pas parler aujourd'hui parce que je pourrais vous le livrer comme ça et vous pourriez vous dire « Waouh !» Vraiment. Mais dans la réalité, il faut faire ce travail de vérification. C'est ce que doivent faire les journalistes d'enquête. Malheureusement, on est dans un monde où on rend public ces documents-là et tout le monde vient les interpréter. Donc, on ne sait pas si Jeffrey Epstein ne répond pas à la question ou si ils utilisent un code pour communiquer. Pourquoi je vous parle de code? Parce que on se rend compte que c'est fort plausible avec certains de ces interlocuteurs. Ouais, on a déjà eu des preuves d'ailleurs qu'il utilisait les codes quand il parlait avec des banquiers pour aller sur l'île et choisir des filles, qu'il y avait certains codes mis en place pour parler de ce genre de crime. Exactement. Et donc, ce qui est intéressant... C'est moi, d'allergie. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est la question en soi. C'est pas l'absence de réponse ou la réponse codée, mais c'est la question qu'on se tourne vers Jeffrey Epstein pour aller lui poser des questions à tous les niveaux sur Donald Trump, y compris de savoir s'il utilise ou pas de la cocaïne, de savoir comment il réfléchit, comment il se comporte, s'il a des amis, s'il est isolé. On sait que, on va le revoir, Epstein, et c'est une des révélations qui a fait un petit peu l'actualité de ces emails-là, c'est que il rentre en communication avec la Russie de Poutine, avec... Vas-y Thomas. Là, vous voyez cet email qui est en train de charger. Donc, on voit que il est allé expliquer, c'est une réalité, il est allé expliquer, donc il a rencontré Churkin, et là, il songe, on ne sait pas si ça s'est passé ou pas, nous sommes en 2018, à rencontrer Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. Je pense qu'on a un contexte, qui donne tous les noms des personnages. Non, Thomas, ne clique pas trop vite, c'est gentil, mais va voir sur Russe, voilà, là où on a exactement, merci, pour que vous compreniez le contexte de ce qui s'est passé. On est en juin 2018, et donc, déjà, l'email est envoyé. C'est là qu'on voit l'étendue des connexions de Epstein. C'est une discussion avec l'ancien Premier ministre de la Norvège, qui, à ce moment-là, était à la tête du Conseil de l'Europe. Donc, c'est une personne extrêmement importante. Et donc, Epstein explique qu'il a donc rencontré Churkin et qu'il a offert son avis à Lavrov. Cet email signifie que la Russie s'intéresse à l'avis, aux souvenirs et peut-être plus de Jeffrey Epstein sur Donald Trump. De cet email-là
à l'autre que je vous ai montré sur son usage de la cocaïne, ça démontre que l'on considère que Jeffrey Epstein est une source potentielle d'informations, de compréhension, mais d'informations, et pourquoi pas d'informations compromettantes contre Donald Trump. Et rien que ça, c'est un aspect qu'il faut creuser en se disant, mais pourquoi ? Et lorsqu'on sait que Jeffrey Epstein monnayait ses services de consultant, on le voit discuter avec différents pays, y compris au niveau du Qatar pour l'achat d'un 747. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce 700, c'est le deuxième, Thomas, tout là-haut, de cet avion, donc ce 747. Donc vous avez cette longue discussion où il veut se faire l'intermédiaire. On est en 2012 cette fois-ci. Il veut se faire l'intermédiaire pour faciliter cette vente-là. Dans un deuxième message, lorsqu'il s'agira de confirmer, de recommander, un pilote pour cet avion-là, Jeffrey Epstein ira recommander le pilote de Donald Trump. Donc, ils sont officiellement, non, ça c'est pour plus tard, Thomas. Je suis désolé, il y a beaucoup de documents. Ils ne se parlent plus, mais on voit que Jeffrey Epstein va recommander ce pilote de Donald Trump. Donc, il est en permanence dans cet univers qui a été, à un moment, très proche de Donald Trump, qui sûrement l'est moins au moment de la présidence, mais qui, d'un coup, revient sur la table. Un des enseignements de ces emails-là, par exemple, c'est de voir que même si officiellement Epstein n'est plus dans le cercle de Donald Trump, et il y a une véritable question de savoir si ils ont continué à se voir à un moment ou à un autre, en 2019, lorsque Donald Trump est président, Jeffrey Epstein continue à être ami avec Howard Lutnick. Howard Lutnick, c'est qui aujourd'hui, Thomas ? Merci, je me souviens plus du tout. De son poste exact, mais il fait partie de l'administration Trump. Exactement, c'est lui qui est en charge de tout ce qui est les tarifs. Commerce, c'est tariffs, ok. Et Lutnick, à ce moment-là, et c'est toujours le cas aujourd'hui, est le voisin de Jeffrey Epstein. Et ce qu'on découvre en 2019, dans cet email que Thomas va vous montrer, c'est que Jeffrey Epstein est au courant que Trump, président des États-Unis, va venir rendre visite privée à Lutnick le jeudi suivant. Donc cette idée que c'est une vieille histoire et que Jeffrey Epstein était déconnecté de l'univers Trump plus tard, par proxy, elle ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que lorsqu'on va retourner dans ce schéma de Wall Street Journal, il y a tous ces emails-là. Alors regardez, il y a une chronologie. Vous voyez que les emails qui évoquent Donald Trump dans ce dossier démarrent en 2008. En 2008, les points verts sont ceux qui correspondent à des emails Donald Trump. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015. Et là, on voit qu'en 2015 jusqu'à 2019, ça explose parce que Trump est devenu président des États-Unis. Et ils explosent partiellement parce que, justement, il est le sujet qui vient passionner tout le monde, mais parce que aussi, on considère que en 2019, 2018, 2017, Jeffrey Epstein est encore une source suffisamment bien placée dans le monde Trump, peut-être pas forcément, peut-être plus forcément directement avec lui, mais suffisamment bien placée pour donner des informations. Lorsque on vient poser des questions à Jeffrey Epstein sur Trump en 2016-2017, c'est pas pour lui demander ce que Trump pense et fait ou a fait en 2008 ou en 2009. Ça, certains, comme Michael Wolff, on le verra, ou Steve Bannon, vont le demander. Mais c'est pour lui demander qu'est-ce que Trump fait maintenant, comment il exerce le pouvoir, comment ça se passe au sein du bureau ovale. Et Jeffrey Epstein a des réponses. De telle sorte qu'un des mails les plus intéressants, c'est un mail envoyé à une conversation avec Steve Bannon. Donc, il faut revenir sur le contexte de Steve Bannon. Steve Bannon qui a amené Donald Trump à la présidence, c'est celui transpiré, Thomas, ou sueur. Steve Bannon qui a amené Donald Trump à la présidence a été viré comme un malpropre, on vous a raconté ça, non seulement de la Maison-Blanche, mais Trump, publiquement, a demandé que tout ce qui était dans l'univers du Parti républicain refuse de faire travailler Steve Bannon. À ce moment-là, Steve Bannon est banni. Pourquoi ? Parce qu'il a collaboré avec Michael Wolff sur sa biographie sur Donald Trump et a raconté les coulisses des premiers mois de la présidence de Trump. Trump n'a pas apprécié cette trahison et il a viré Bannon. Et Bannon, Michael Wolff, lorsqu'il était venu ici, nous l'avait raconté, a décidé de devenir le confident, le conseiller de Jeffrey Epstein, qui, c'est la confidence de Bannon, qu'il considérait comme la seule personne qui leur faisait peur lors de la campagne 2015-2016. Leur crainte, en 2015-2016, c'était que Jeffrey Epstein parle. Ce que l'on sait grâce à ces emails, c'est que à un moment, Donald Trump a appris que Steve Bannon passait du temps avec Jeffrey Epstein. Et on va voir la réaction de Jeffrey Epstein, on va agrandir en disant qu'il doit, en parlant de Trump, il doit se réveiller au milieu de la nuit avec des sueurs froides lorsque il sait que toi et moi, vous et moi, nous sommes devenus des amis. Donc, oui, vas-y. Non, c'est drôle de voir que ça, c'est en 2019, c'est vers la fin de la vie d'Epstein et avant qu'il se fasse arrêter. C'est quelques semaines avant son arrestation. Voilà. C'est un des derniers messages. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Epstein est aussi au courant du fait que Trump est au courant, si vous arrivez à suivre ça. Epstein est au courant que Trump sait qu'il est ami avec Bannon et que donc à ce moment-là, Bannon et Epstein sont les deux ennemis peut-être les plus dangereux de Trump et ils sont devenus amis. Ouais, et c'est 2 semaines avant son arrestation. Et donc 2 semaines avant son arrestation, c'est un des derniers messages envoyés à Steve Bannon
où il dit, voilà, Trump doit s'en réveiller, doit se lever en plein milieu de la nuit, doit se réveiller au milieu de la nuit avec des sueurs froides, de penser que nous sommes devenus amis et que l'on se parle. On n'oublie pas qu'il y a eu ces 16 heures de vidéos qui ont été réalisées par Bannon. Steve Bannon, où il discute avec Epstein. Jeffrey Epstein, et ce n'est jamais sorti. C'est d'autant plus intéressant que lorsque vous êtes dans la position de Jeffrey Epstein et que vous savez que l'on considère à tort ou à raison, qu'on considère à l'extérieur que vous avez des informations potentiellement compromettantes contre l'homme le plus puissant du monde, vous devez aussi penser à votre sécurité. Et il y a plusieurs emails, on va en voir un, où Jeffrey Epstein rappelle à son correspondant que c'est quelqu'un qui a pris l'habitude de documenter toute sa vie, que c'est quelqu'un qui est extrêmement vigilant sur le fait qu'il a sauvé tout, qu'il a ses documents, je ne me rappelle plus c'est dans quelle ligne, voilà. Vas-y Thomas, tu peux la traduire. Donc c'est Jeffrey Epstein qui explique qu'il doit être et qu'il est très méticuleux pour tout ce qui est se documenter et faire des backups et donc faire des copies de ces documents, que c'est une obligation et qu'il le fait lui. Exactement. Donc ça aussi c'est extrêmement intéressant parce que ces documents dont il parle dans ce email à Michael Wolff en 2018, ils sont où? Il y a combien de copies? C'est ça la question. Exactement. Et Ils pour sont tout le où? reste du dossier, il y a combien de copies qui existent quand on parle de « Ah, mais le FBI a sûrement fait ça », mais tous ces emails-là ne sortent pas. Ce n'est pas l'FBI qui les a publiés. Non, mais lorsqu'on sait que le FBI a récupéré tous les disques durs, les ordinateurs, les vidéos des conversations téléphoniques de Ghislaine Maxwell, lorsque vous avez ce mail, imaginez, vous êtes Donald Trump, désolé, ou vous êtes quelqu'un qui potentiellement est dans le dossier Epstein. Vous savez que vous avez des choses à vous reprocher. La publication de cet email où Jeffrey Epstein dit non seulement qu'il documente tout, mais qu'il sauve tout, qu'il dupliquette tout, ça, c'est un mail qui aujourd'hui doit vous faire trembler. C'est un mail qui aujourd'hui doit vous faire trembler. Si on revient à cette idée de Trump qui se réveille transpirant au milieu de la nuit, cela amène à une autre question de se dire qu'est-ce qui pourrait faire peur à Donald Trump? Évidemment, il y a cette conversation en 2011. Email en 2011, à ce moment-là, Donald Trump n'est absolument pas président. En 2011, ce qui a fait vraiment le tour, entre Ghislaine Maxwell et Epstein, où Epstein explique que je veux que tu réalises que le chien qui n'a pas encore aboyé, c'est Trump. Hein, c'est en plus un clin d'œil à un livre de Sherlock Holmes. Et en expliquant qu'il a passé, donc on parle de Virginia Giuffre apparemment, Virginia a passé plusieurs heures à la maison avec lui et il n'a jamais été encore mentionné. Dans un autre email quelques années plus tard, et je pense que c'est le cœur, on en avait parlé tout l'été des problèmes de Donald Trump, c'est que Epstein dit ouais, Donald Trump était au courant. On le sait, hein, l'analyse qu'on a fait du Birthday Book, l'analyse qu'on a fait ensemble du Birthday Book démontre que l'entourage
de Jeffrey Epstein étaient au courant. Et donc, ce qu'on nous demande de croire, je vous ramène à cette interview du New York Magazine en 2002, que l'homme qui disait qu'il connaissait Epstein depuis 15 ans, et d'ailleurs mentionné le fait que, publiquement en 2002, que Epstein était intéressé par les filles plutôt jeunes, on nous demande de croire, on vous demande de croire que c'est la seule de l'entourage Epstein qui n'était pas au courant. Tout le monde était plus ou moins au courant. Je vous rappelle ce dessin qui avait été fait par un ami millionnaire de Donald Trump. Oui, en arrière-plan, c'est Mar-a-Lago, où vous aviez Epstein en train de se faire masser par 4 jeunes filles, et vous avez cette évolution. Quel grand pays, hein, c'est un pays extraordinaire, où en 1983, on faisait la sortie des écoles à donner des sucettes et des ballons à des jeunes filles, pour en 2003, 20 ans plus tard, avoir son jet privé, le Lolita Express, être à Mar-a-Lago et être entouré de filles qui étaient à moitié nues. Tout le monde le savait, sauf Donald Trump. Et justement, c'est bien que tu montres cette vidéo, cette photo. Donc, cette photo, c'était dans le birthday book. C'était pour être envoyé en disant voilà que Donald Trump payait pour récupérer une ancienne fiancée de Jeffrey Epstein, que Epstein lui avait soi-disant vendu. Ce qui est intéressant, si tu vas dans le dossier Birthday Book, c'est que, en fait, toute l'histoire est racontée. Donc ça, c'était le texte que Thomas vient de vous montrer. Vous avez l'email où Epstein le dit. Il explique comment il avait, donc c'est un mail de 2015, comment il avait passé une de ses anciennes, je l'ai donnée à Donald. C'est une manière de parler d'une femme et d'une ancienne copine assez particulière. Je l'ai donnée à Donald. Donc, vous avez cette confirmation-là. Il y a la confirmation aussi parmi ces emails que Epstein prétendait, je ne dis pas la confirmation que les photos existent, mais Epstein prétendait posséder des photos de Donald Trump avec des filles en bikini prises dans sa cuisine. Quand on lui demande, il demande, donc c'est une conversation avec un journaliste du New York Times, et quand il les propose au journaliste, le journaliste répond que oui, il veut voir ça. Là, Epstein lui donne les noms de 2 personnes, 2 femmes, qui pourraient confirmer ça. Et il cite ces Hawaiian Tropic Girl. Hawaiian Tropic Girl. Gardez ça en tête. Gardez ça en tête. Donc, il crée tout un univers où il est question de filles, mais aussi, on va le voir, il est question de différentes arnaques financières, où Trump est un caractère presque central à tout ça. C'est impossible de lire ces emails-là et de se dire que Donald Trump, au minimum, n'était pas au courant. Les 2 enseignements, si vous vouliez résumer ces emails en 2 enseignements, le premier, c'est que il n'y a aucun doute, plus aucun doute si vous en aviez, sur le fait que Jeffrey Epstein
était extrêmement, et j'insiste sur ce mot extrêmement, proche de Donald Trump. Il parle aussi bien de la famille de Donald Trump, de la fortune de Donald Trump, des opérations financières de Donald Trump, du caractère de Donald Trump, des faiblesses psychologiques de Donald Trump, que du fait, même si il n'écrit jamais que Donald Trump a participé au massage, qu'il a participé à certaines choses avec les filles, à l'exception de cette expression qu'on va revoir de Hawaiian Night ou Tropic Contest, on va voir ça. Première certitude, il était extrêmement proche et on voit que à partir de 2018, il est extrêmement critique de Donald Trump. Au moment du premier impeachment de Donald Trump, Jeffrey Epstein écrit en utilisant ce mot de dirty, c'est exactement ce que je vous ai dit, combien Donald Trump est pourri. I know how dirty Donald is. Peut-être que depuis quelques années, on se concentre, parce qu'il faut le faire pour les victimes, sur l'aspect le moins, et quand je dis le moins, c'est pas un jugement de valeur, mais le moins important du dossier, qui est de savoir si Donald Trump a profité du réseau de filles de Jeffrey Epstein, alors que vous allez le voir juste après une pause, l'aspect le plus important, et c'est exactement ce que disait Ron Wyden, encore une fois, c'est follow the money. Ouais, avant de rentrer dans cet aspect rapidement encore, ce sujet, c'est presque un apéritif sur tout ce qu'on va faire et on fera dès que l'on aura un petit peu plus du temps, dès que l'actualité nous laissera la possibilité de faire une émission au complet sur ce sujet-là. On va repasser parce que vous allez voir comment les mots aujourd'hui ont plus d'importance. Ce moment où Brad Edwards, qui est l'avocat de Virginia Giuffre, qui a lancé une procédure et qui ensuite est devenu l'avocat de plusieurs centaines de victimes. C'est grâce à lui, aujourd'hui, c'est lui qui est passé en direct dans l'émission de Lawrence O'Donnell sur MSNBC et qui a mis en avant le fait que il y avait tous ces documents qui existaient du côté de la succession de Jeffrey Epstein et qui seraient d'accord pour les rendre, pour les donner au Congrès. Il y a ce moment, on est dans cette procédure d'avant-procès où on fait le discovery, où il est allé interroger Jeffrey Epstein et il y a cette question sur Donald Trump. Vas-y Thomas. Have you ever had a personal relationship with Donald Trump? What do you mean by personal relationships? Have you socialized with him? Yes, sir. Yes? Yes, sir. Have you ever socialized with Donald Trump in the presence of females under the age of 18? Though I'd like to answer that question, at least today, I'm going to have to assert my 5th, 6th, and 14th Amendment rights, sir. Voilà, nous sommes en 2010 et donc on lui demande s'il connaît Donald Trump. Oui, s'il a pas, il a eu une vie sociale avec Donald Trump. Oui, il est allé dans des soirées. Oui. Est-ce qu'il y avait des filles en dessous, donc des mineurs en dessous de 18 ans? Je ne vais pas répondre à cette question-là. Donc évidemment,
C'est une question qui hante beaucoup, beaucoup de monde. Dans ces emails, il n'y a pas de preuve qui va dans ce sens-là, hormis le fait de ce faisceau de suspicion lorsque, par exemple, il écrit que Donald Trump était au courant pour les filles, lorsqu'il écrit en 2011 que Donald Trump a passé du temps avec Jeffrey Epstein, et puis lorsqu'il sous-entend qu'il a cette photo de Donald Trump dans sa cuisine avec des filles en bikini, et il parle de ce Hawaiian Contest. On va y revenir dans ce Hawaiian Contest. Avant de rentrer dans ça, je voulais vous montrer aussi le genre, lorsque tout à l'heure je vous parlais d'absence de contexte. Cette vidéo qui fait partie du dossier, hein, Thomas, c'est la vidéo House Oversight, qui fait partie des emails en documents attachés, des emails de Jeffrey Epstein. Vas-y, on la regarde. Charlie, ma chi è quello lì? Ma ti piace questo pupazzotto? Donc Cody demande qu'est-ce qu'on regarde. Je n'en sais rien, c'est dans le dossier. C'est attaché à un email de Jeffrey Epstein. C'est une vidéo d'un chien en train de manger une poupée Donald Trump. Avec Hillary Clinton qui est à côté. Qui est à côté. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait rien. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes dans le côté un petit peu insolite. Évidemment, il y a le sujet qu'on a traité hier, le fameux Boba. Et puis, il y a aussi ce même qui est envoyé dans un autre email. Mark Epstein partage ce même avec son frère. Regardez, d'ailleurs, je vous ai laissé le tampon en bas du House Oversight, donc c'est un document officiel. Et vas-y, Thomas. Est-ce que vous ferez confiance à cet homme avec votre fille? Donc, c'est le genre de même que Mark Epstein envoie à son frère. Voilà, c'est juste pour votre considération quand je vous dis que on ne peut pas tirer de conclusion. On ne peut pas tirer de conclusion sur ce genre de documents et sur tout le reste parce que ça mérite de l'enquête. Mark Epstein a été contacté par MSNBC pour répondre à cet envoi. Il ne souhaite pas s'exprimer plus sur le sujet. Il met juste en avant le fait qu'il souhaite que la totalité des informations au sein du gouvernement sortent et qu'il considère que les conditions de la mort de son frère ne sont pas celles que l'on croit. Donc voilà, mais en tout cas, ça fait partie de ce dossier-là. Mais je vous disais, le plus intéressant, à mon avis, c'est lorsque, par exemple, on commence à discuter argent et corruption, du coup. Celui-ci, je vous l'avais montré le premier jour. Je pensais qu'il aurait un plus grand impact médiatique. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est un email qui date de 2012. La date est importante parce que certaines personnes, à tort ou à raison, vous disent oui, mais les emails de Epstein en 2018-2019, c'est pour se venger de Donald Trump qui est président. À ce moment-là, bien avant ça. En 2012, Donald Trump n'est pas président. Epstein écrit à un de ses avocats et il lui dit si des personnes dans son entourage, il utilise le terme de cronies, donc peut-être des détectives privés, on n'en sait rien, mais pourraient aller voir les détails du crédit que Trump a utilisé pour Mar-a-Lago. On va voir plus tard que Jeffrey Epstein suspecte Donald Trump de blanchir l'argent de la Maison-Blanche, de l'argent de la mafia russe, excusez-moi.
et que on peut envisager cet email-là en disant, en 2012, c'est un fait, la Trump Org et Donald Trump n'a plus accès au crédit. Il n'y a plus aucune banque américaine qui veut lui prêter de l'argent parce que multiples faillites, multiples procès, et on se dit passer de l'argent à Donald Trump, c'est ne jamais en revoir la couleur. Et donc, dans cet email de 2012, il écrit, voilà, il faudrait aller voir du côté du crédit de Mar-a-Lago. Et puis, il revient sur l'utilisation de cash pour acheter les syndicats pour ne pas payer les véritables prix de la construction, méthode new-yorkaise, on va dire. Et il remet en avant le fait qu'il faudrait aller jeter un œil sur le crédit de Trump pour acheter son casino de Atlantic City, un crédit de 30 millions de dollars en 2012, en mettant en avant que, d'après les informations qu'a Epstein, ce sont des informations, encore une fois, extrêmement précises. Mais l'erreur, je vous l'ai déjà dit, que l'on fait parce qu'on est, je parle ici souvent des journalistes d'enquête et des médias, on est évidemment concentré sur l'aspect trafic sexuel de cette histoire-là et pas assez sur le côté argent. Et l'erreur qu'on fait, c'est que qui est Jeffrey Epstein dans ces années-là? Jeffrey Epstein, c'est considéré comme, à tort ou à raison, un spécialiste à New York de l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, c'est quoi? C'est lorsque vous êtes un milliardaire ou en passe de le devenir, c'est de manière normalement légale d'éviter de payer le moins d'impôts. C'est aussi un conseiller en investissement. Et de penser que les relations de Donald Trump et de Jeffrey Epstein étaient simplement concentrées sur les femmes et sur les filles, c'est une erreur. Ce mail et d'autres, on va le voir, démontrent que Jeffrey Epstein, et c'est peut-être ça le véritable danger qu'il représentait, était au courant précisément des opérations financières de Donald Trump. Follow the money. Lorsqu'il donne cette information qu'un crédit est backdated, que la date est fausse dessus, qu'il a été signé et daté après la date de son exécution, c'est qu'il a accès à cette information. Et qu'il y a un crime qui était commis. Et c'est un exemple, encore une fois, on parle de plusieurs choses là. D'être au courant de Mar-a-Lago, être au courant même des détails en disant que c'est son chauffeur qui est le bagman, qui transporte du cash pour lui. Et après, cette histoire de casino qui, on dirait, n'est pas liée à Mar-a-Lago, qui serait une autre histoire aussi. Non, donc, il y aurait plusieurs dossiers. Mar-a-Lago, c'est certain, il n'y a pas de casino. Donc c'est, non, mais ça peut être aussi, on peut interpréter ça qu'un casino a prêté 30 millions de dollars à Donald Trump d'une manière illégale. Donc, il y a plusieurs dossiers dans ce dossier de finances. Non, tu fais bien de le souligner parce que on retrouve cet aspect de casino. On sait que c'était une manière dans les années 60, 70 et 80 du crime organisé pour échapper au fisc. C'était l'utilisation de chips de casino. Et vous allez voir, ça va être nos deux derniers emails pour aujourd'hui, combien ça devient intéressant dans un échange de correspondance avec Michael Wolff. Et là, pour le coup, je ne comprends pas pourquoi ces emails ne sont pas devenus ceux qui attirent l'attention aujourd'hui de tous les médias, sauf Fox News qui nous a expliqué qu'il n'y avait rien. Vous vous rendez compte, ça fait 1h30 qu'on parle de rien. Ils ont lu tous les emails. Il n'y a rien. Il n'y a rien.
Et donc, c'est cette liste de pistes données à Michael Wolff par Jeffrey Epstein de choses à vérifier. On va commencer par la deuxième, Thomas, parce que je trouve que c'est assez intéressant, parce que c'est un mail qui date de 2016. À ce moment-là, Michael Wolff est en train de faire sa biographie de Donald Trump. Le mail d'envoi, c'est « Je vais interviewer Donald Trump cet après-midi. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu penses dont je devrais lui parler ?» Donc, c'est Michael Wolff qui va demander à Epstein « Je vais passer du temps aujourd'hui avec Donald Trump. » Donald Trump qui avait participé à l'élaboration de cette biographie avant de la désavouer lorsque elle s'était enrichie des propos de Steve Bannon et d'autres membres de l'administration Trump qui le critiquaient, qui expliquaient que c'était un idiot. C'était un des points qu'il avait vraiment blessé Donald Trump. Et donc, il se tourne. Donc, imaginez déjà le poids de ce message. Imaginez la chose, il se tourne vers Jeffrey Epstein en disant « Je parle à Donald Trump cet après-midi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais dont je devrais lui parler ?» Réponse de Epstein « Est-ce que tu veux être provocateur ?» Et là, il donne une série d'informations qui sont autant de pistes d'enquête. Moi, quand je vois cet email-là, je me dis « Waouh !» Il y a 10 séries d'enquêtes là. Il dit voilà, la Trump Shuttle. Trump Shuttle, c'est quoi? C'est cette compagnie d'aviation qui a été, pendant un court moment, qui a appartenu à Donald Trump et qui s'est terminée dans une faillite. Je vous en ai déjà parlé. Lorsqu'on parle des logs d'avions de Jeffrey Epstein, en se disant, mais regardez, Donald Trump apparaît que 5 ou 6 fois, jamais personne n'a eu accès au log de l'avion de Donald Trump. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant dans le cadre d'une enquête. Combien de fois il a voyagé avec Epstein dans son avion à lui? Combien de fois il a voyagé avec Ghislaine Maxwell dans son avion à lui? Combien de fois il a voyagé avec Ghislaine Maxwell et des jeunes filles dans son avion à lui? Trump Shuttle. Et combien de fois est-ce que son avion est allé au même endroit que celui d'Epstein sans être sur l'avion d'Epstein? C'est quand même le premier exemple que Jeffrey Epstein cite dans une longue liste de pistes intéressantes. Deuxième piste intéressante, regardez ce qu'on retrouve là. Hawaiian Tropic Contest. Les concours hawaïens. On a vu, lorsqu'on va mettre ces pièces de puzzle ensemble. Même année d'ailleurs, ça aussi c'est en 2015. Il en parle lorsque il donne à un journaliste du New York Times deux contacts, pour aller vérifier le fait qu'il annonce que Donald Trump était là avec des jeunes filles en bikini. Donc, c'est quelque chose qui est tellement important qu'il remet en avant, encore une fois, le crédit de Mar-a-Lago. Le fait qu'il déclare le revenu de ses clubs de golf comme étant son salaire. Et ce point, il est extrêmement important parce qu'il est en 2016. 2016, il est en train de décrire ce qui est une arnaque de Donald Trump, ses revenus de golf comme salaire. Pourquoi Donald Trump déclare ses revenus de golf comme salaire? C'est parce que ça lui permet d'obtenir des crédits de la Deutsche Bank. Et ça lui permet de dire à Forbes, je suis un milliardaire. Comment on sait ça? Et c'est là que d'un coup, poum, c'est que l'année dernière, il y a eu un procès de la Trump Org à New York qu'on a suivi en direct. Si ce n'est pas encore une raison de vous abonner
et de cliquer sur la sonnette de notification, je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'on a appris en 2024 dans ce procès? Que illégalement, Donald Trump déclarait les revenus de son golf comme étant son income qui lui permettait après d'avoir un crédit. On a en 2025 une confirmation que une des attaques, un des points mis en avant par Epstein pour dire OK, une des questions qui va gêner Donald Trump, c'est ça, et que Epstein sait de quoi il parle. Lorsque vous êtes un journaliste d'enquête et que vous cherchez de la confirmation sur la crédibilité des accusations d'un témoin, c'est exactement ce que vous faites. Vous dites, bah tiens, c'est quelque chose de précis. Là, vous avez Revenue of Golf Courses as Income. Est-ce qu'on a une vérification? Oui. 9 ans plus tard, ce n'est pas Jeffrey Epstein qui parle de quelque chose qui est connu. À cette époque, personne ne le sait. Personne ne le sait, sauf quelqu'un qui a été suffisamment impliqué dans les finances de Donald Trump et de la Trump Org. Sinon, ce n'est pas un fait médiatique. Epstein en parle en 2016. 2024, c'est confirmé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, mais je trouvais que c'était assez fou. Ah, ce que je disais, c'est que cet email-là, il doit être un des plus intéressants des 26 000. Et oui, cette piste, finance, corruption, on dit souvent que c'est les amis de Trump qui sont protégés pour tout qui est les crimes sexuels. Et là, on voit que comme tu as dit, même si on ne touche même pas à ce côté-là, il y a sûrement assez de cadavres entre Trump et Epstein pour vraiment, vraiment mettre Trump en problème, quoi. Là, on parle de sûrement sur plusieurs années, des millions et des millions de dollars impliqués dans des crimes financiers. Mais bon, Fox News vous l'a dit, il n'y a absolument rien à voir dans ces emails-là. Et ensuite, donc, il rentre sur le fait qu'il ment sur sa fortune en disant personne veut lui prêter de l'argent, contribute money, alors qu'il dit qu'il vaut 10 milliards de dollars. Et là, il sait que c'est faux et il donne des exemples. Alors, il dit Calif already coming up short, c'est son nouveau golf en Californie qui, à ce moment-là, est au bord de la faillite. Puis il revient sur l'origine de la fortune familiale en expliquant que pour échapper à la faillite, le père, et donc échapper aux impôts qui sont liés, est allé acheter des chips de casino. Donc, on fait de l'évasion fiscale où on prend de l'argent, du liquide, on achète des chips de casino. Ensuite, on est dans une situation financière difficile. Il n'y a pas d'argent à saisir. Non, cet argent, il n'est pas sur une banque. Cet argent, il est sous forme de chips de casino. C'est extrêmement intéressant. Matt, le bagman, on en a parlé tout à l'heure. Là, le prêt fait par son beau-frère, etc., etc. Donc, on voit que ce sont des questions que Epstein considère comme absolument gênantes pour Donald Trump parce qu'il dit voilà, si vous voulez pas parler de ça, si tu veux pas parler de ça, il dit à Wolf, tu peux lui poser des questions faciles. Les questions compliquées, c'est ça. C'est l'argent. Trump Shuttle, qu'est-ce que ça veut dire? Et ces fameux concours hawaïens. Il y a un deuxième email dans le même style qui est le dernier email qu'on va regarder. Et vous avez là aussi toute une série de pistes à explorer sur l'aspect financier de la fortune de Donald Trump. Et encore une fois, on reparle de Mar-a-Lago, mais pas que.
mais pas que. Encore une fois, on se retrouve avec les Hawaiian Contest. Encore une fois, on se retrouve avec les questions de financement de telle ou telle opération. Encore une fois, on parle de massage en disant que Trump n'en a pas eu, mais qu'il était là dans la maison au moment où il y avait des filles, etc., etc. C'est le genre d'email qui mériterait une véritable enquête. On peut imaginer, vu que, n'oublions jamais que même si ces emails n'ont pas été rendus publics par le département de la justice, les enquêteurs, le FBI, a la copie de ces emails-là. Ils ont saisi la totalité des disques durs de Jeffrey Epstein. Et donc, et c'est une question dont personne n'a la réponse aujourd'hui, est-ce que le FBI est allé vérifier les pistes offertes par Jeffrey Epstein en 2012? Et s'ils ont fait ce travail-là, on comprend que Donald Trump et ses alliés dans le monde de la finance ne souhaitent absolument pas la publication de ce dossier. La dernière partie de ce mail, c'est du blanchiment d'argent autour de cette fameuse villa de l'amitié, où vous avez le nom de quelqu'un dont on a déjà parlé, qui est considéré comme un proche de Poutine et que Donald Trump a rencontré à New York, qui a racheté la propriété à Donald Trump. Et donc, il explique comment, par exemple, Donald Trump dit qu'il a fait 30 millions de dollars de travaux alors qu'il n'y avait aucun travaux qui avait été fait pour pouvoir échapper au capital gain en disant non, mais je ne vais pas payer d'impôts sur l'argent que j'ai gagné parce qu'en fait, ça m'a coûté, la maison m'a coûté plus cher que ça. Et je vous rappelle que en 2016, dans 5-6 villes, pendant que Donald Trump était en campagne, le jet privé de Rybolovlev était dans la même ville, dans le même aéroport que celui de Donald Trump. Donc, encore une fois, ce n'est la preuve de rien, mais ce sont des directions d'enquête, des directions qui méritent d'être épluchées. Et encore une fois, je continue, plus on avance, plus je me dis que le dossier le plus intéressant de cette affaire Epstein, et c'est celui qui fait peur aujourd'hui à des personnes comme Leon Black et d'autres, c'est le dossier de l'argent. Je crois aussi, c'est impossible de se dire qu'il n'y a pas énormément de problèmes financiers. Oui, évidemment, quand on pense à Epstein et à Maxwell, on pense d'abord, et c'est normal parce qu'il y a tellement de victimes à ces crimes sexuels, mais c'est bien de rappeler qu'il y a pas mal de questions aussi sur les finances d'Epstein, comment lui est arrivé à devenir ce multimillionnaire, comment lui est arrivé à pénétrer ces cercles d'hommes très riches, et après Trump, que tous ces gens-là se retrouvent, en fait ce cercle est très petit, que tous ces hommes-là en fait se connaissent Trump, ont des liens de partout entre Trump et Epstein, que voilà, donc c'est ça qui est frustrant. Quand on parle du dossier Epstein, on oublie aussi, comme tu as dit, le dossier de Ron Wyden, qui est à 100% basé sur cet aspect de finance. Tous les petits indices qu'on a vus sur ces crimes financiers, que ce soit du côté de Leon Black, que ce soit du côté de certaines banques, de JP Morgan, tout ça, à chaque fois, c'était honteux et incomplet. Donc, voilà, cette affaire Epstein est énorme. Je sais pas quoi là, c'est énorme. C'est sûr que quand on parle de quel dossier sera le plus difficile pour ce groupe-là, pour ce qui se passera dans le public, c'est qu'il n'y a pas un dossier
où ils sont pas mal. C'est ça aussi qui est tellement problématique pour eux. Et c'est qu'on peut parler de la piste de l'argent, on peut parler de, bien évidemment, tout qui était ces crimes sexuels. Il n'y a pas un dossier, il n'y a pas un moment où on dit ah mais ça en fait c'est Non. pas grave. Tout est mauvais. Non, et puis, vous avez raison, et puis, c'est le moment de rappeler deux choses. La première, c'est que l'on connaît environ uniquement 1% du dossier, que c'est impossible d'envisager que le seul partie du dossier concerne les crimes sexuels, c'est certain. On vient d'établir s'il y a le travail qui a été fait. Je n'ai aucune raison de douter que le FBI n'a pas fait son travail de manière complexe parce qu'on est dans un réseau qui mélange le sexe comme exercice d'un pouvoir, mais aussi exercice d'un chantage. C'était ce que faisait, on l'a vu, entre autres au niveau des banques, hein, c'est ce que faisait Jeffrey Epstein, à un pouvoir financier absolu. Donc on est à 1%. Et la deuxième chose dont il faut se souvenir, c'est que tout ça, et on va écouter Tara qui nous le dit, tout ça, ce n'est que le prélude. These aren't even the files. These are just emails from the estate. The files will show the depositions of the 1,000 victims that the FBI says, as many as 1,000 victims. If they are actually unredacted, it will show the names of the perpetrators. Bon voilà, ce n'est que le prélude, ce n'est que la première partie de notre enquête sur les emails. C'est promis, il y en aura d'autres. Pas demain, hein. Demain, c'est notre émission spéciale sur le vote de la Chambre des représentants. On se retrouve tout de suite.